Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai l'impression que oui, ça fonctionne. Bonsoir. Bonsoir, donc je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cette rencontre entre des étudiants de Sciences Po Bordeaux et Marianne Medeiros, à qui je demande de nous rejoindre sur scène. Bienvenue. Donc Marianne Medeiros. Vous installez où vous voulez, là par exemple. Bonjour. Je ne vais pas reconstituer tout votre parcours en introduction parce qu'on va beaucoup en parler ensemble avec des étudiants qui ont travaillé sur votre itinéraire. Mais il y a deux choses simplement qui me paraissent saillantes dans votre trajectoire. C'est d'une part le côté très international, parce que vous êtes né au Portugal, vous avez grandi en Autriche, vous avez vécu à nouveau au Portugal, vous avez aussi vécu au Brésil, en France. Donc vous avez un spectre géographique très large. Et par ailleurs, vous n'avez pas non plus de frontières en termes de mode d'expression, puisque vous avez une carrière très pluridisciplinaire. Vous êtes comédienne, réalisatrice de documentaires, de fiction, chanteuse, metteuse en scène. Donc là aussi, un bel exemple de liberté. Et donc on est très, très heureux de vous accueillir. Et on va parler avec vous de votre cheminement en 3 temps. En fait, on parlera de l'aspect qui est très en lien avec le thème de ce festival, à savoir le Portugal, l'Espagne et l'Europe. Ça sera la dernière partie. On parlera aussi de votre rapport à la création artistique. Ça sera la deuxième partie. Et on va commencer par parler assez classiquement de votre parcours. Et j'appelle pour ça Colette et Cécilia qui arrivent. Les voici. Vous pouvez les applaudir. Et c'est Cécilia qui commence qui ouvre le bal. Tu prends le micro. Bonjour. Donc notre première question, on sait que vous êtes né en 1965 donc au Portugal, donc pendant la dictature, et donc après avec vos parents vous êtes partis en Autriche. Donc pourquoi ce choix de partir en Autriche et quels souvenirs avez-vous de la dictature et de la révolution des œillets? En plus nous avons fêté les 50 ans l'année dernière, donc quels sont vos souvenirs un peu de ce moment-là de votre vie? Alors merci beaucoup, merci infiniment de votre présence, merci Julien, merci les autorités, les amis, le public. C'est un immense privilège pour moi, ce grand oral. Et alors, l'Autriche. Mon père est un musicien, d'ailleurs il a fait la musique du film et il a fait ses études à l'Académie de Vienne. Et bon, ma mère journaliste, enfin... Pendant la dictature, il préférait rester un peu loin, parce qu'il y avait la dictature, il ne faut pas oublier, la plus longue d'Europe, 48 ans, et il y avait la guerre coloniale terrible, 13 ans de guerre coloniale qui évidemment planait comme une menace terrible sur la tête de tous les jeunes hommes portugais. Et donc oui, je suis née à Lisbonne et très vite, à quelques mois, je suis partie à Vienne où j'ai eu, une enfance très Mitteleuropa, voilà, Europe centrale. Voilà, l'atmosphère très particulière de Vienne, et je considère que ça a été là aussi une expérience très, très intéressante pour moi d'avoir ce sentiment d'Europe. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que souvent nous traversions toute l'Europe pour aller en vacances au Portugal, et nous le faisions en voiture, et ma mère, qui est une espèce de génie des langues,
Elle parlait allemand parfaitement. Hein. On passait la frontière avec l'Italie. Ma ciao, come state? Et l'italien arrivait, après le français et l'espagnol, et le portugais. Et en fait, je pense que ces voyages ont vraiment forgé une identité européenne très, très naturelle finalement, parce que j'adorais ça finalement, ces cultures différentes, ces sonorités différentes, des langues. Voilà, ça a été, oui, on a été vraiment élevés déjà dans une perspective européenne, bien avant l'Union européenne. Et je me souviens très bien du jour du 25 avril. Mes parents étaient des parents jeunes et je me souviens de me lever le matin et littéralement, j'ai vu mes parents qui sautaient en l'air dans le salon. Une expression de joie tellement importante et j'ai compris que quelque chose de très important, de très définitif avait eu lieu. Et vos parents étaient engagés politiquement ou ils étaient de gauche, ils n'étaient pas engagés, ils n'ont jamais fait partie d'aucun parti, mais ils étaient à gauche, bien évidemment. Colette. En parlant de vos parents, vous avez grandi donc dans une famille artistique et intellectuelle. Votre père était chef d'orchestre, votre mère journaliste. Pensez-vous que cet environnement familial a influencé votre envie de travailler dans le monde du cinéma ? Oui, ça l'a influencé dans le sens où je ne me destinais pas du tout au cinéma, mais c'est vrai que la musique était omniprésente chez nous tous les matins. C'est merveilleux de se lever. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des parents pianistes, mais c'est merveilleux de se lever le matin avec les exercices de piano. Et puis, Vienne est une plaque tournante. C'est une grande ville d'espionnage, c'est connu. Mais voilà, il y avait énormément de gens de toutes nationalités. Toujours à la maison. Mais moi, je me destinais aux beaux-arts. J'étais de ces enfants qui dessinent, crayonnent tout le temps. Et tout le monde pensait que je ferais ça. Moi, je pensais que je ferais ça. Mais déjà, après la Révolution, donc nous étions au Portugal, ma mère était très amie avec un metteur en scène très important portugais qui s'appelle João César Monteiro. Et je dis souvent qu'il est le coupable de ma carrière. Enfin, c'est reconnu que c'était un grand artiste, c'est reconnu qu'il était fou. Et une de ses folies, ça a été de décider que je devais être la protagoniste de son film Sylvestre à 15 ans. Et il a changé ma vie parce que j'ai été catapultée comme ça dans le cinéma. Et j'ai découvert cette machine, c'est le plus beau jouet qui soit, le cinéma, parce que il y a tout, il y a l'écriture, il y a la peinture, il y a la lumière, il y a la poésie, il y a la musique, il y a le rythme, ça danse, enfin c'est le plus beau, la plus belle machine à rêve et le plus beau jouet qui soit, et donc ça je l'ai découvert grâce à João César Monteiro. Et Colette avait une question complémentaire à vous poser. Justement, donc vous êtes actrice, réalisatrice, chanteuse. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à explorer toutes ces différentes voies ? Alors, quand j'ai fait ce film Sylvestre avec João César Monteiro, c'était la première fois que je jouais, j'étais toute jeune. C'était une histoire médiévale. João César écrivait très très bien. Et puis c'était avec un immense acteur qui a été très formateur dans ma vie, Luis Miguel Sintra. Vous pouvez répéter la question ? Je suis un peu... Non, bon, j'ai pas dormi cette nuit. Je suis un peu mais justement, vous avez donc exercé, on va dire, plusieurs métiers. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à explorer ces différentes, on va dire, facettes du métier artistique ? Oui, c'est ça que je voulais raconter. C'est que dès le début, j'ai adoré l'autre côté. Je savais que l'autre côté de la caméra
allait me fasciner, allait être importante dans ma vie. Donc, dès les tout premiers pas, je savais que j'aimerais le cinéma vraiment des deux côtés. Après, c'est vrai que la musique, chanter, bon, c'est quelque chose qui était là naturellement. Cécilia? Oui, donc nous, là, je voulais poser une question par rapport au début de votre carrière, puisqu'elle a notamment commencé lorsque vous avez fait vos études donc, au Conservatoire de Paris. Vous avez aussi été dans un lycée français. Pourquoi ce choix de faire ces études en France, en français, et quel lien aujourd'hui entretenez-vous avec la France? La France, je suis française. J'ai la double nationalité maintenant. Mais c'est arrivé parce que les Portugais sont très francophiles et l'étaient encore plus à l'époque, et que quand on était à Vienne, il n'y avait pas, bien sûr, de lycée portugais, et ce qui était plus proche de nous, c'était le lycée français. Et donc, cela a déterminé que toute ma scolarité a été faite en français, effectivement, à Vienne, après à Lisbonne, et après je suis venue étudier à Paris. Mais oui, je me considère complètement bilingue, binationale, biculturelle, ou tri, ou plus. Et qu'est-ce que ça fait de passer de Vienne à Lisbonne? Parce qu'on imagine que c'est quand même deux énergies totalement différentes. Oui, alors justement, c'est ce qui nous a fait venir, comme des milliers de Portugais dans le monde entier sont arrivés avec la Révolution. Et je me souviens que pour moi, enfant, effectivement, autrichienne, qui jouait du violoncelle et qui était sage, par exemple, en Autriche, on ne s'embrasse pas profusément tout le temps. Et je me souviens que tout d'un coup, c'était la folie, cette période post-révolutionnaire à Lisbonne. On était traînés dans les manifs. Il y avait des milliers de gens qui nous embrassaient. On n'avait pas d'appartement. Ça aussi, c'était quelque chose de très intéressant pendant ces premières années, post-révolutionnaires. Comme il y a eu cet afflux immense de personnes qui venaient d'Afrique et qui venaient d'ailleurs du monde entier, les hôtels étaient pris d'assaut. Et nous, on habitait dans un hôtel dans le centre de Lisbonne. Oui, un hôtel qui est assez... beaucoup de gens connaissent York House, je ne sais pas si... Et là, il y avait des journalistes du monde entier, il y avait des gens... Je me souviens d'une famille, c'était je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'expliquait à l'époque, elle vient d'Angola et elle est d'une société matriarcale. Voilà, c'est quelqu'un de très important parce que c'est une matriarche. Et tout ça grouillait. Et je me souviens qu'on jouait dans la cour de l'hôtel, les enfants, et le Parlement n'est pas loin du tout. São Bento, et j'entendais des bribes comme ça des députés qui étaient en train de discuter la Constitution, la nouvelle Constitution. Et il y avait de la joie, est-ce qu'il y avait de la peur aussi d'un retournement de... Oui. Évidemment, il y avait cette peur, mais enfin, dans mon expérience d'enfant, c'était plutôt cette joie qui d'ailleurs nous dépassait, parce que c'est comme si nos parents étaient plus fous que nous. Nous, d'une certaine façon, on se retrouvait dans une situation d'être plus raisonnable que nos parents, presque. Cécilia ? Oui, donc on sait que, notamment, on va revenir un petit peu au cinéma, on sait que c'est un milieu très dur d'accès, difficile de se faire une place dans le monde du cinéma, d'autant plus quand on est une femme. Est-ce que vous avez été confrontée à des obstacles, sachant qu'en plus vous avez commencé très jeune, donc étant une femme, ayant commencé très jeune, est-ce que vous avez dû être confrontée à différents obstacles ?
Oui, c'est indéniable. Parce que ce qui s'est passé, donc, c'est que après ce premier choc d'arriver dans ce contexte révolutionnaire, je me suis rendu compte que ça avait été un privilège exceptionnel de vivre ça. Et d'avoir rencontré, grâce à mes parents et notamment à ma mère journaliste politique, d'avoir rencontré tous les protagonistes de la Révolution. Et grâce à mes parents aussi, je suis tombée sur des textes que les militaires d'Avril, ces jeunes capitaines qui ont fait la Révolution, avaient écrit, et nombre d'entre eux ont eu ce besoin de faire des journaux de bord et ont décrit la terrible guerre coloniale qui les a tellement traumatisés et ont décrit aussi cette journée exceptionnelle dans leur vie où ils ont eu le destin de leur pays en main et comment ils l'ont changé. Et donc, j'ai eu accès à ces informations. Les livres qui étaient très vite étaient devenus introuvables, comme Alvorada em Abril, Aurore en avril de Hotel Saraiva de Carvalho. Il était dans la bibliothèque du salon, le livre de Dinis d'Almeida, enfin certains documents absolument précieux qu'on ne trouvait plus nulle part. Je les avais à la maison. Et donc assez vite, vers 19-20 ans, ça m'a paru une évidence qu'il fallait que je rende compte de ça, que ça avait été un privilège trop grand pour ne pas le raconter. Et de plus, j'ai vraiment voulu faire le film du récit de ces jeunes militaires. Et je raconte souvent ça, mais parce que je trouve ça très amusant, c'est que dans leur texte, invariablement, à un moment donné, ils faisaient référence au cinéma. Ils disaient, à ce moment-là, par exemple dans la guerre coloniale, je me suis vue comme dans un film de Oliver Stone, ou à cet autre moment, quand on s'est arrêté au feu rouge, Maya raconte, là, je me sentais dans un film de Charlie Chaplin. Et donc, je me suis dit, je veux absolument faire ce film dans lequel ils se sont vus, c'est-à-dire un étrange hybride entre Oliver Stone et Charlie Chaplin. Et on sait que quand il y a un grand événement historique comme ça, les envies de protagonisme sont immenses et évidemment tous les événements historiques sont sujets à des accaparements et à des perspectives et à des interprétations évidemment. Mais moi j'ai vraiment voulu raconter l'histoire, la perspective de ces jeunes militaires qui ont eu cette action extraordinaire et qui, pour la plupart, sont revenus dans l'ombre après. C'est des héros absolus, comme Maya, et en même temps, c'était un homme d'une timidité, et très discret, et très bourru, comme ça. Alors, aussi, je dis souvent que les seuls à ne pas avoir mis en cause la légitimité qu'une femme jeune et actrice, parce qu'il faut rappeler les préjugés qui sont tenaces par rapport aux actrices, les militaires, ils n'ont jamais questionné la légitimité que je veuille raconter leur histoire. D'ailleurs, il y a eu un épisode vraiment cocasse parce que donc j'avais certains éléments, mais je voulais aller à la caserne de Maya. Il était toujours vivant quand j'ai écrit. Et pour avoir plus déjà pour lui parler, pour avoir plus d'éléments. Mais évidemment, on n'avait pas de téléphone portable très loin de là. C'était difficile d'aller jusqu'à Santarém. On prenait
le train. Et donc, j'ai demandé à mon amie Teresa Villaverde, qui est une grande réalisatrice portugaise, et du haut de nos 21 ans, toutes les deux, on est allé voir ce grand héros de la Révolution jusqu'à Santarém, et on arrive, et il était... à qui le plus timide, si nous ou si lui. Alors, il a dit, bon, d'accord, j'ai compris. Alors, je vais vous donner les éléments. Alors, le caporal Intel, qui est là, va vous aider. Et donc, là, il y avait dans le plus grand désordre des feuillets où tout se mélangeait, et on a passé tout l'après-midi avec le caporal, le très jeune caporal, à séparer ce qui était guerre coloniale, ce qui était le 25 avril, à faire des photocopies. Et en même temps, c'était une journée inoubliable et absolument magique de ces deux nénettes qui arrivent là dans la caserne. Et en même temps, oui, tous ont trouvé ça absolument légitime. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que bien sûr que ça m'a été très reproché, comment j'ose, du haut de ma totale frivolité, m'attaquer à un événement aussi important, et je devrais avoir honte. Ouais, je précise juste qu'on parle là de Capitaine d'Avril, oui. Qui est donc un film qui est sorti finalement en 2000. En 2000 à Cannes, oui. Et qui a été, présenté à Cannes dans la section Un certain regard, je crois, oui. Et qui a été très très remarqué, très très récompensé. Donc ça a été une genèse très très longue en fait, parce que vous dites 13 ans. Ouais, oui. 13 ans d'obstination. Je voulais aussi vraiment raconter cette révolution, pas seulement comme un événement portugais, mais comme un événement européen et mondial, bien sûr. Mais pour moi, c'était très important qu'il y ait une implication du reste de l'Europe et une coproduction, parce que c'est un film très ambitieux, cher, quand même, c'est un film de guerre. Et donc, on avait ça s'est monté au fil des années, une coproduction avec la France, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, et des acteurs de chacun de ces pays qui ont été après doublés en portugais. Mais comme c'est des langues latines, ce qu'on appelle le lip sync, le mouvement des lèvres est plus facile à doubler, on y croit plus, enfin ça matche plus. Bon, je pense qu'on reviendra sur Capitaine d'Avril tout à l'heure, mais Colette avait une question à vous poser sur un autre film qui a marqué les imaginaires vous concernant. Donc, comme beaucoup le savent, vous avez travaillé avec Quentin Tarantino dans Pulp Fiction. Comment en êtes-vous venu à travailler avec lui dans ce qui deviendra un film culte ? Comme beaucoup de choses dans ma vie, ça a été un peu assez miraculeux. J'aime bien... je me suis retrouvée j'aime bien les petits festivals, parce que c'est vrai que c'est là que souvent on fait de très belles rencontres. Donc on s'est rencontrés complètement par hasard à un petit festival de cinéma indépendant américain à Avignon, où il venait présenter son premier film, Reservoir Dogs. Et puis, là, c'était clair déjà que c'était un jeune homme tout à fait étonnant, brillant, drôlissime. Et donc, on a sympathisé, on a vu plein de films. Et puis après, on s'est retrouvés à un festival beaucoup plus gros à São Paulo. Et là aussi, j'ai pu voir à quel point sa cinéphilie extraordinaire, parce que je me souviens qu'il m'a traîné voir un film d'horreur japonais, un Tatsuo, que je n'aurais jamais, au grand jamais vu par moi-même. Et juste après, on est allé voir un film de Satyajit Ray, et ça donne l'éventail, le spectre de comment il s'intéresse à tout. À mon sens, il a aussi une belle culture littéraire, parce qu'il écrit extraordinairement bien. Et donc, quelques mois après, je reçois ce gros scénario, ce gros pavé comme ça. Je lis, et
je trouve ça génial. Mais je me souviens vraiment d'avoir pensé, c'est génial, je veux le faire, je ne sais pas qui va voir ça. parce que ça ne ressemblait tellement à rien de ce que faisaient les Américains. Ça explose toutes les règles de ces scénarios hollywoodiens qu'on retrouve minute par minute. C'est un casse-tête de remettre chronologiquement. C'est extrêmement bien écrit, c'est très drôle. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc la rencontre, elle a eu lieu en France, en fait. La rencontre a eu lieu en Okay. France, oui, absolument. D'ailleurs, les 2 films, gros films américains que j'ai faits, sont partis de la France, parce que avant, j'avais fait aussi Anaïs Nin de Philip Kaufman, Henry and June. Et là aussi, on a tourné à Paris, c'est parti de Paris. Et c'est vrai que nous, on vous parle de Pulp Fiction, tout le monde vous parle de Pulp Fiction. Alors, c'était en 94, c'était il y a 30 ans. Palme d'or. Parfois, ça vous agace on vous ramène sans cesse à cette expérience de cinéma ou... Non, ça me paraît... ça paraît normal. C'est vrai qu'il a constitué un tournant. C'est louable toujours les propositions comme ça qui ouvrent la voie à autre chose. Ok, on arrive au terme de cette première partie. Alors, Colette et Cécilia avaient juste prévu une question qu'elles ne vous ont pas posée, c'était de savoir, est-ce qu'il y a un métier que vous auriez pu exercer qui est sans aucun rapport avec la culture ou la création artistique ? Est-ce que, petite ou adolescente, vous rêviez d'un métier complètement différent ? Alors non, c'était toujours avec les arts. Ok. Ben, c'est très cohérent avec votre... voilà, d'emblée, il y avait cette envie. Merci. Alors, je vais rappeler vos noms, parce que je ne l'ai pas fait quand vous êtes montés sur scène, c'est pas bien. Donc, je voulais vous remercier, Colette Perrault-Sens et Cécilia Dos Santos, pour vos questions. Et on va passer à une deuxième partie, plus axée sur votre rapport à la création artistique. Et donc, j'appelle pour nous rejoindre Chloé Gallego et Sybille Chauvris. Je crois qu'on commence avec Sybille, c'est ça ? Alors, entre le Portugal, la France, l'Espagne et le Brésil, et aussi l'Autriche, vous avez un certain pluralisme culturel. Et donc, est-ce que dans cette sensibilité, il y a une culture qui domine, ou est-ce que vous vous sentez presque étrangère, peu importe où vous êtes ? Oui, en effet, je crois que c'est ça. On s'habitue à être étranger partout et à le vivre bien, et on se rend compte aussi du côté ténu des frontières, enfin l'inutilité parfois. Mais je crois très fort aux identités culturelles, oui, bien sûr. Et il y a quelque chose, par exemple, qui me fascine beaucoup par exemple, dans l'exercice des langues, des différentes langues, que j'ai pu constater souvent et qui m'amuse, c'est que chaque langue a une certaine attitude, une certaine perspective par rapport à la réalité. Donc chaque langue, quand on parle une langue, la langue elle-même nous oblige à assumer un certain personnage. Je ne sais pas si vous parlez espagnol, pero si hablas espagnol, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Là, c'est un rapport un peu différent. Ou le français, c'est un autre rapport à l'analyse des choses, de la réalité. L'italien, ça danse différemment. Et ça, comme actrice, évidemment, ça me paraît le pied, effectivement, que chaque langue nous oblige à changer un petit peu de personnage. Et le fait de se sentir étrangère partout, c'est une chance finalement ? Oui. 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 Et c'est vrai qu'on se sent étranger. Même chez nous, on se sent étranger, mais c'est pas si grave. Enfin, au contraire. Oui. Non, tant qu'on n'est pas évidemment puni pour ça. Chloé. Est-ce que vous considérez qu'il y a toujours une dimension politique dans la création artistique ? Oui.
Oui, je pense que tout acte artistique, pour plus dénué de messages politiques qu'il soit, est politique, bien sûr, parce que c'est un positionnement. 6000. Et donc, pour vous, suite à votre film Capitaine d'Avril, est-ce que l'art peut être-il encore engagé et est-ce qu'il peut changer le monde, notamment quand on voit notre situation politique actuelle? Est-ce que cela peut avoir un impact? Est-ce que vous y croyez encore? Oui. Je pense que l'art n'est obligé à rien. Ça, c'est important pour moi. S'il parvient à quelque chose, tant mieux. mais qu'il n'a pas d'obligation, parce que sinon, ce n'est plus de l'art. Chloé? Est-ce qu'il y a une différence de jeu entre le théâtre et le cinéma? Et si oui, quelle est votre préférence? Et du coup, comment vous préparez vos rôles? Oui, enfin, ça dialogue. Le théâtre, évidemment, il implique que tout le corps exprime. Mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre des connaissances et des expériences de théâtre et les faire transiter vers le cinéma, et vice-versa aussi. Dans le théâtre, dans le cinéma, enfin voilà, vous avez compris. Mais c'est vrai que on peut créer un gros plan au théâtre. On peut le faire. Et puis, je pense que avec des gens comme Pina Bausch et toute la révolution de la danse, maintenant, plus que jamais, c'est une évidence que le corps doit être absolument impliqué dans toute activité de jeu, d'interprétation. Et vous avez une préférence en tant que comédienne entre le théâtre et le cinéma? Non, j'aime les deux, mais je dois avouer que le théâtre est infiniment plus difficile. Ah oui. Oui, infiniment plus difficile. D'accord, Chloé? Vous entretenez quel lien avec la culture espagnole, notamment comment vous a influencé Federico García Lorca? J'adore. Alors, les Portugais, longtemps, ont tourné le dos aux Espagnols. Et moi, j'avais tellement honte parce que, effectivement, j'allais en Espagne pendant très longtemps et je parlais anglais. Parce que tous les Portugais, on parlait parfaitement français, anglais, et puis on ne parlait pas espagnol. Et c'est pas vraiment Lorca, mais c'est Bigas Luna, un grand réalisateur espagnol, qui le premier m'a fait venir en Espagne. Et pour moi, ça a été une découverte, ce pays tellement contrasté. Et donc, c'était pour son film Huevos de Oro, avec Javier Bardem, et il fallait parler en espagnol. Et donc, il m'avait mis une super prof, une coach, qui pendant une semaine m'a donné des cours. Et en fait, c'est très facile pour les Portugais d'apprendre l'espagnol. Et donc, j'étais très contente, très fière de moi. J'arrive, ça y est, je parle espagnol. Et j'arrive sur le tournage et ils parlaient tous une autre langue, le catalan. Ah oui. Et donc là, j'ai vraiment compris ce que c'était que l'Espagne dans tout son foisonnement, sa diversité culturelle, ses langues, parce que c'est vraiment très, très, très différent, très contrasté, les différentes nations espagnoles. Mais c'est un pays qui me fascine, qui est libératoire, qui est souvent à la pointe dans les questions sociétales. Donc oui, j'adore l'Espagne. J'ai 2 filles espagnoles, catalanas. Et vous disiez que les Portugais tournaient le dos à la culture espagnole. Oui. Aujourd'hui, comment elles s'articulent, les deux Alors cultures? ça va mieux. Et en plus, ce n'est pas juste parce que les Espagnols, ils ne nous tournent pas du tout le dos, eux. Et je dois dire que, par exemple, l'attention qu'ils portent à certains artistes portugais, à Saramago. Alors après, c'est très drôle aussi, parce que en France, on aime Lobo Antunes. Oui.
En Espagne, on aime écrivains. Saramago. Notre écrivain, deux Donc écrivains. chaque pays a ses chouchous parmi les écrivains, parmi les chanteurs ou chanteuses de fado. C'est curieux. Et comment vous expliquez que le Portugal tournait le dos aux Espagnols? Oh, parce que le Portugal s'est bâti, c'est vrai, contre l'Espagne, résistait, oui. Mais aujourd'hui, oui, non, c'est beaucoup plus sympathique et intéressant de dialoguer. Sibylle, je crois que c'est à toi. Et est-ce qu'il y a encore d'autres figures aujourd'hui qui vous inspirent, que ce soit dans le cinéma, dans la musique ou même la littérature? Oui, beaucoup, tous les jours, tout le temps. C'est vaste. Alors peut-être, parce que Chloé vous a questionné sur Federico Garcia Lorca. Oui. Il y a aussi Fernando Pessoa quand même. Il y a Fernando vous venez de jouer à Paris oui. dans une pièce de Bob Wilson. Oui, absolument. Et je crois que Fernando Pessoa, c'est un fil rouge dans votre... Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais très heureuse de revenir à Fernando Pessoa parce que très jeune, avant Capitaine d'Avril, j'avais joué avec Luis Miguel Sintra, le grand acteur dont je vous parlais, de Manuel de Oliveira, etc. Il avait mis en scène des extraits dramatiques magnifiques de Pessoa, La mort du prince, et ça, on l'avait joué tous les deux à Avignon, au Festival d'Avignon, et après au Festival d'automne. Et après, un producteur merveilleux portugais, Joaquim Pinto, a financé le film et je l'ai réalisé. Donc c'était une de mes premières réalisations, parce que c'est vrai, j'ai commencé par réaliser du théâtre. Ça m'intéressait beaucoup de filmer le théâtre, ça m'intéresse toujours. Donc bon, peut-être un de mes tout premiers films, c'était Fragment 2 de Beckett, et après c'était ce Fernando Pessoa. Et déjà à l'époque, lui et moi, on dansait ce texte. C'est vrai que la poésie, quand elle nous habite comme ça, il y a quelque chose qui fait danser tout le corps. Et là, avec Bob Wilson, tellement d'années plus tard, de nouveau, Bob, il a cette intuition très juste que Pessoa, il faut le danser. Et vous jouez le rôle de Pessoa, je crois? Oui, moi, j'ai pas vu la pièce, oui, mais- avec ma moustache, oui. Et on n'a pas parlé de la musique ou de la chanson, mais vous parliez du fado tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une mélancolie propre au Portugal? Est-ce que c'est une mélancolie vraiment désespérée ou Oh, il y a toujours une part de théâtre dans la mélancolie. Et la grande Amália Rodrigues, elle avait d'ailleurs, comme Pessoa, c'est-à-dire que les Portugais, ils adorent se complaire dans le drame, et puis à la fin, ils ont un petit twist comme ça, où ils rient d'eux-mêmes. Il y a une autodérision qui rend les choses plus légères. Parfait. Fin de cette deuxième partie. Merci Chloé et Sibylle. Merci. Et on va passer à une partie plus orientée vers justement l'Europe. Et je vous demande d'accueillir Diane Almeida et Héloïse Colli. Les voici. Bonjour. Alors c'est Diana, c'est ça? Pardon, j'ai écorché ton prénom, et qui va commencer par une question que vous avez déjà en partie répondu, mais malgré tout, on va approfondir sur le making-of de Capitaine d'Avril. Oui, donc pour revenir sur votre film Capitaine d'Avril, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un film sur la révolution des œillets? Alors, je pense que j'ai déjà un peu... Mais disons plutôt qu'un film léger, ou une comédie musicale, ou un film sur une histoire d'amour. Non, je considère que c'est un acte féministe de vouloir faire un film de guerre. À l'époque, je voyais beaucoup de films de guerre, et j'aime les films de guerre parce que il y a un paroxysme qui fait qu'une pensée s'installe. Et par exemple,
sur Capitaine d'Avril. Pour moi, c'était... Curieusement, cette révolution tellement atypique s'est faite en pratiquement 24 heures. Et il y avait... plus je lisais dessus, plus je me disais... J'étais frappée par le côté shakespearien de cette épopée d'un jour, de ces jeunes qui se lancent à changer comme ça de fond en comble leur pays. Et alors, je me suis dit aussi que ça m'a fait penser beaucoup au théâtre classique, à Shakespeare, mais aussi au théâtre classique français. Et je me suis dit, je vais respecter les 3 règles du théâtre classique français, donc de temps, d'espace et d'action. Donc l'action, vraiment, tout se passe dans ces 24 heures. Et voilà, et ça a provoqué parfois des perplexités. Mais pourquoi vous ne faites pas une chose plus féminine, comme si faire un film de guerre n'était pas féminin. Bien des années après, puisque je l'ai tourné il est sorti en 2022, j'ai fait un autre film qui s'appelle À nos enfants, que j'ai tourné au Brésil, et qui est une histoire de mère-fille, mais la fille, elle habite en couple avec une autre femme, et c'est la question des enfants dans les couples gays. Et c'est vraiment une histoire très féminine, là, pour le coup. Et je me disais, c'est tellement plus complexe de traiter les questions féminines, les rapports mère-fille, par exemple. Il faut être beaucoup plus mûr pour s'attaquer à ça que pour faire un film de guerre. Diana ? Donc la Révolution des œillets a fêté cette année ses 50 ans au Portugal, et on a vu beaucoup de manifestations qui célébraient un certain retour à la démocratie, mais c'est vrai qu'il y avait aussi des manifestations plutôt fascistes, et on est dans un contexte où l'extrême droite est en constante montée en Europe. Comment percevez-vous cette montée de cette idéologie au Portugal, un pays qui a connu l'extrême droite assez tard? Oui, c'est désespérant. Mon sentiment, c'est qu'il y a une artificialité de ces mouvements d'extrême droite, parce qu'ils sont calqués sur le même modèle. Les discours sont interchangeables. Et ça, c'est très effrayant. Je pense qu'il n'y a pas ça ne surgit pas de l'intérieur de la société portugaise, qui a vraiment assimilé les valeurs de la Révolution, je crois. Mais ça se propage parce que les moyens de propagation aujourd'hui sont énormes. On connaît les réseaux sociaux, etc. Et que cette extrême droite domine absolument ces nouveaux langages et moyens. C'est vrai qu'on est... Diana disait la Révolution des 50 ans, mort de Franco à peu près aussi, 50 ans. Vous êtes inquiète? Vous pensez que c'est peut-être la fin d'un cycle et la question est peut-être un peu théorique. En tout cas, je pense que c'est important de se souvenir qu'on a fait la Révolution des œillets et qu'on peut changer les choses autrement, et que c'est probablement la seule façon de changer les choses. C'est depuis une véritable conscience et un sentiment de responsabilité et cette générosité qui fait qu'on pense au collectif, parce que maintenant, ces extrêmes droites défendent un discours éhonté de moi d'abord, nous d'abord. Et moi, j'aurais un peu honte de penser comme ça, parce que non, c'est aidons les autres d'abord. Non, donc, je pense qu'il ne faut pas fuir l'idée qu'on est. On est collectif, on est ensemble dans un monde, et qu'on s'en sortira jamais par le seul individualisme, d'ailleurs complètement artificiel. Héloïse.
Héloïse. Donc, bien que vous ayez dit que votre film, bon, il vous a été reproché que Capitaine d'Avril ne soit pas assez féminin, on a quand même remarqué qu'il avait été tourné sous un angle très féministe et que vous avez également joué une figure phare du féminisme portugais, Maria Adelaide Coelho da Cunha, dans le film L'Ordre moral. Et donc, le féminisme est au cœur de votre œuvre. Est-ce que vous pensez que les choses ont réellement évolué et changé depuis le début du mouvement MeToo ? Ah oui, oui. Oui, je pense que ça a été très important. Et j'ai une lecture, curieusement, c'est vrai que la révolution des œillets, c'était des hommes dans la rue, mais à mon avis, c'était une révolution très féminine. Parce que justement, c'est une révolution qui ne s'est pas faite sous la domination de la testostérone. Tout le contraire, ça a été fait dans ce souci de la non-violence, de la préservation des gens, de la sécurité des populations, de ne pas détruire toute la ville, parce que on était à deux doigts que toute la ville soit détruite. Et aussi donc elle est très féminine, cette révolution, et il est important de rappeler le rôle des femmes des militaires, parce que souvent ils étaient mariés à des femmes qui avaient plus de niveau culturel qu'eux. Souvent c'était des profs, des institutrices, des profs, et c'est beaucoup à travers leurs femmes qu'une conscience politique est arrivée. Et il y a une autre chose que j'aime beaucoup à rappeler, c'est que le premier acte de la révolution des œillets, disons, une fois passé le mouvement militaire, mais c'était genre une semaine après, c'est que il y avait un livre écrit par 3 féministes, les Nouvelles Lettres portugaises, qui étaient censurées, et il y avait un procès contre elles, contre les 3 Marias, Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno et Maria Teresa Horta. C'est 3 Marias, excellentes écrivaines. Je vous recommande le livre, il est absolument formidable et très féministe. Et en fait, le premier acte pratique non militaire, disons, de la révolution des œillets, c'était d'annuler ce procès absurde contre les 3 Marias. Donc, je pense que c'est une révolution féministe et féminine. Et par rapport à MeToo, puisque Héloïse, vous questionnez aussi Oui. sur l'impact de MeToo, est-ce que vous considérez que ça change les choses ou c'est une révolution médiatique, mais qui finalement... Non. Je pense que la prise de conscience qui a eu lieu avec MeToo et comment le discours des femmes s'est libéré, parce que sinon il y avait certaines choses dès qu'on les abordait, on était regardé vraiment de haut et avec condescendance, et maintenant ce qui a changé, c'est qu'on a le droit d'être écouté. Et non, c'est un changement très important. Et vous-même, dans votre carrière, vous avez eu souvent l'impression d'être comme ça confronté à une domination masculine très, très affirmée, qui laisse peu de place voilà, à ce que peuvent exprimer des actrices ou... Oui, non, bien sûr que la domination patriarcale est une réalité. Mais je me suis beaucoup bagarrée à un moment, mais je l'ai un peu perdu. J'avais commencé à faire une collection de mes lettres d'insultes à certaines personnes, des hommes, toujours des hommes, durant ma carrière. Et après, je ne sais pas, il faut que je retrouve ce cahier de mes lettres d'insultes épiques. Mais comme dit Fernando Pessoa, toutes les lettres d'amour sont ridicules. Et seuls sont vraiment ridicules ceux qui n'ont jamais écrit de lettres d'amour. Mais les lettres d'insultes, les lettres de haine sont aussi ridicules, parce que c'est aussi des lettres de passion. Héloïse. Considérez-vous que votre vision de l'art est considérablement impactée, considérablement été impactée par votre engagement politique ? Non, je crois pas. Non.
j'aimais Malevich, pas à cause de la révolution. Pour la beauté pure. Voilà, oui. Diana. Votre documentaire, Les yeux de Bakuri, met en avant, entre autres, le sens de l'amnistie et surtout de la demande du pardon, et notamment suite donc, aux violences commises pendant la dictature brésilienne. Voyez-vous dans votre art une certaine façon de perpétuer un devoir de mémoire ? Oui, parce que ça m'intéresse. Enfin, c'est les sujets qui m'intéressent. C'est tellement difficile de faire un film. Voilà, cette expérience de 13 ans de ma vie fait que j'ai besoin de m'attacher à des choses qui valent vraiment la peine, d'investir autant de temps et d'énergie. Et oui, vous dites c'est très difficile de faire un film, et c'est même une épreuve pour les réalisateurs, parce qu'il y a énormément de paramètres. Vous redoutiez pas ça, et c'est quelque chose que vous redoutez encore avant de vous lancer dans un projet, de réaliser. Il y a des équipes, il y a beaucoup de monde, Oui, il y a des oui, budgets, on a il y toujours a des l'impression producteurs. qu'on est un peu fou. On a toujours l'impression de faire un pas dans l'abîme. Mais effectivement, Les yeux de Bakuri, c'est un projet qui m'a tenu très à cœur, et je suis très contente de l'avoir aussi présenté ici à Pessac il y a quelques années. Et c'était une proposition de la commission d'amnistie et réparation qui existait encore au Brésil. À la suite de l'Argentine et du Chili, ces commissions visaient à réparer les victimes des dictatures militaires. Et par exemple, du point de vue administratif, ça avait une importance énorme, parce que ces personnes, après 40 ans, étaient toujours considérées clandestines, n'avaient pas leur passeport, leur vrai papier. Et ça allait jusqu'à une compensation économique parfois. Et donc, c'est la commission d'amnistie et réparation qui m'a proposé de travailler sur l'histoire de Denise Crispin et sa fille. Là aussi, un rapport mère-fille très complexe. L'histoire de Denise est incroyable, parce que son compagnon et père de sa fille a été la personne considérée la plus longuement torturée au Brésil. Après, il a été assassiné. Et Denise a réussi, avec son bébé, avec sa fille qu'elle a mis au monde, entourée de mitraillettes dans une prison militaire. Mais à la suite de la mort de son compagnon, elle était en liberté conditionnelle, et donc elle s'est enfuie à l'ambassade du Chili. Le documentaire raconte tout ça. Et à un moment où Allende aidait tous ces résistants brésiliens, donc elle arrive au Chili. Elle pense qu'elle va pouvoir respirer, et là, rebelote, coup d'État de Pinochet, et de nouveau, elle doit fuir avec son bébé dans les bras. Elle trouve refuge à l'ambassade italienne. Elle va en Italie, elle passe 40 ans en Italie. Et curieusement, sa fille, qu'elle a tellement lutté pour préserver, on sent que sa fille est plus vulnérable qu'elle, d'une certaine façon. Et quand elle commence à voir des mouvements de jeunes d'extrême droite qui commencent à tourner autour de sa fille, c'est une espèce de tragédie historique terrifiante. Héloïse ? Donc, le dernier film dans lequel vous jouez, donc Une affaire de principe d'Antoine Rimbaud, évoque le limogeage d'un commissaire européen à la santé. Et donc, quel est votre rapport à l'Union européenne, vous qui entretenez une relation particulière avec différents pays membres de l'Union européenne ? Moi, je trouve que l'Europe, c'est super, mais pour toutes les raisons que j'ai racontées, c'est-à-dire que ce foisonnement culturel, la richesse historique, oui, l'Europe devrait être une fête. Alors Diana, justement, peut-être... Pour finir, dans la continuité de cette question, croyez-vous en l'existence d'une culture européenne ? Dans la multiplicité, oui, bien sûr. Il y a certaines valeurs que nous sommes ceux qui défendons encore, en réalité.
Et vous diriez que votre rapport au monde, il est très européen ou il va au-delà en fait, parce que vous avez tourné aux États-Unis, au Canada, vous avez vécu au Brésil. Oui, non, mais j'aime l'idée européenne justement parce que c'est le vivre ensemble dans la diversité. Ce qu'on n'a pas forcément dans des pays continents comme le Brésil, et même si le Brésil est là aussi très plein de contrastes et diversifié. Je suis super fan du Brésil, mais voilà, il n'y a pas plusieurs langues. Voilà. Parfait. Écoutez, on est arrivé au terme de ces questions. Peut-être, on a un peu de temps, peut-être si vous avez encore quelques minutes. Ou Oui, si certains parmi vous souhaitent poser une ou deux questions à Marianne Medeiros, n'hésitez pas. Oui, je vois notamment qu'il y a un doigt qui se lève, là, au 4e rang. Je m'excuse d'avoir des lunettes noires, mais c'est pour mieux vous voir. Oui, l'élection de Trump aux États-Unis a révélé un rejet des élites culturelles, et notamment de beaucoup d'artistes qui se sont engagés pour le vote démocrate, très grands artistes. Est-ce que vous voyez une responsabilité du wokisme dans ce phénomène? Parce que en fait, le rejet des élites, il s'agit surtout des élites intellectuelles. Il n'y a pas eu de rejet, par exemple, des multimilliardaires. L'exemple d'Elon Musk est parlant à ce sujet, mais également d'autres multimilliardaires. Donc un rejet plutôt des élites intellectuelles que des élites économiques. Comment vous voyez ça, Paul? Je pense qu'il est salutaire de faire son autocritique, de se mettre en question. Mais sincèrement, je trouve que ce n'est pas la gauche ou les élites culturelles qui sont responsables de ce qui est en train de se passer. Je pense que ce qui se passe est très organisé, est très financé, est très idéalisé et idéologique. Et nous, on est encore à se dire, c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de mal, alors que ça nous dépasse complètement. Madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai été intriguée par votre... je suis là. Oui, je vous vois. Oui, j'étais intriguée par le fait que vous vous sentiez étrangère partout dans les autres pays. Et avec les propos que vous venez de tenir et avec lesquels je suis complètement d'accord, en Europe, nous avons la diversité dans notre unicité. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi-même, étant étrangère de base, on est toujours l'étranger de l'autre aussi. Et je me sens, par contre, moi, je me sens partout chez moi. Oui. J'ai cette impression d'être partout chez moi, et pas d'avoir un seul... voilà, c'était juste une... Non, mais vous avez... En fait, c'est vers ça que... Oui, la planète nous appartient, et d'ailleurs, ce serait bien qu'on en ait un peu plus conscience. Elle est à nous. Mais c'est vrai qu'on nous rappelle sans cesse notre étrangeté, et maintenant, ça ne me dérange plus vraiment. Mais en réalité, c'est ça. Nous sommes chez nous, sur cette planète. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonsoir. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous êtes inquiète de l'intelligence artificielle? Je suis là. Pas du tout, hein. Est-ce que vous êtes inquiète de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine des arts? Ça résonne, non? Notamment dans le domaine de l'art, des arts, cinéma, chant, peinture, etc. Tout ce qui est artistique, particulièrement. C'est vrai qu'on peut se poser des questions et je suis loin même d'appréhender toutes les ramifications. Mais ce qu'on peut déjà constater, c'est une espèce de... Quand on fait une question à l'intelligence artificielle, c'est le côté absolument policé des réponses et
absolument normé, parce que là aussi, on reconnaît les schémas de réponse à tout. Et ça m'inquiète un petit peu, parce que je me dis, et la poésie, et le surréalisme, et l'inconscient dans tout ça, tout ce qui fait jaillissement, ça... où cela va-t-il aller dans ces discours si bien construits et policiers? Une dernière, encore 2 questions alors. Une tout en haut. Oui, madame. Je voulais savoir si, donc d'une certaine manière, c'est la guerre qui vous a inspiré pour le film, notamment Les Capitaines d'Avril. Et est-ce que on peut dire, selon vous, que la guerre est une source d'inspiration dans le cinéma presque plus facile que la paix, et que vous avez fait un film sur la guerre plutôt que faire un film sur la paix? Non, quand je dis film de guerre, j'entends bien que les grands films de guerre sont des cris d'appel à la paix, évidemment. Je ne défends pas du tout la guerre, mais c'est que justement les grands films de guerre, je pense à Les Chemins de la Gloire, c'est des Full Metal Jacket, c'est des appels à réveillez-vous, quelle horreur que la guerre. C'est pas du tout une valorisation de la guerre, au contraire. Une dernière question? C'est pas une question, je voudrais profiter de rendre un hommage par rapport à toutes les questions, par rapport au documentaire des yeux qui ont été présentés. Dans ce film, la merveille, c'est de savoir que ces protagonistes ont acheté l'appartement. Oui. C'est ça l'intérêt par rapport à... C'est vrai. C'est fantastique. C'est vrai, c'est vrai. Merci de le rappeler, parce que effectivement, quand je suis arrivée à Rome pour interviewer Denise Crispi, je m'aperçois qu'elle habite dans le complexe, l'immeuble où Ettore Scola a tourné La Journée particulière. Incroyable, parce que c'est un des plus grands films antifascistes qui soit. Et c'est là qu'elle habite. Et effectivement, elle a pu acheter cet appartement avec la compensation de l'État brésilien pour l'assassinat de son compagnon Bakuri. Parfait. Peut-être une toute dernière question. Vos projets, quels sont-ils? On va vous voir au cinéma, au théâtre, en musique? Un peu tout comme d'habitude. Un peu tout comme d'habitude. Et je prépare un nouveau film qui me prendra aussi beaucoup de temps à faire, comme d'habitude, oui. Mais qui a aussi un sujet historique et qui a à voir cette fois avec la révolution cubaine, mais avec une perspective plus féminine peut-être. Parfait. Merci beaucoup, Marianne Medeiros. Merci à vous tous. Merci aux étudiants de Sciences Po. Et bonne soirée.